Très bien, alors bonjour à tous et à toutes. Je suis ici avec Vic, survivaliste, qui est un des survivalistes très connus au Québec. Et nous étions à Montréal pour un séminaire. Et, pas du tout un séminaire, c'est une conférence. Ça commence bien. Mais voilà, je souhaitais un petit peu discuter avec vous et Vic sur un petit peu le Québec. Est-ce que le Québec, c'est un endroit qui est bien pour s'en sortir dans le cas de grandes crises économiques, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à me poser la question souvent en me disant est-ce que je dois aller au Québec, notamment les Français. Et alors moi je réponds toujours, et après je laisserai la parole à Vic, moi je réponds toujours que vous devez aller là où vous vous sentez bien, là où votre cœur aussi vous dit d'aller. Moi je ne peux pas vous dire quittez votre pays si vous aimez la France, restez en France et essayez de faire en sorte de bien vous en sortir et de éventuellement changer votre pays. Mais enfin, la question se pose tout de même. Et donc je voulais voir avec Vic qui a un blog et qui a une chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir un petit peu quelle était ta vision et comment, à ton avis, on va s'en sortir, enfin vous allez vous en sortir au Québec et quels sont les avantages et les inconvénients de ce pays? Bien, en apparence, on a tout ce qu'il faut. En pratique, on pourrait avoir des problèmes. On a beaucoup de territoires. À perte de vue, on a plus d'1 million de lacs au Québec. 1 million de lacs, ça représente du mètre cube d'eau. Ça fait du long, ouais. Ouais. Et toute cette eau est potable. On pourrait presque la boire sans traitement si on voulait. Mais on a des forêts à perte de vue. Donc, le bois pour se chauffer, c'est très important, le chauffage au Québec. Ça, c'est pas un problème. Par contre, on a peu de pétrole. Mhm. Je dis peu parce qu'on en a découvert, mais il est loin d'être exploité. Il est plutôt de l'autre côté du Canada, le pétrole. Non, on en a au Québec. Ils Vous en en ont avez un petit peu. trouvé dans le coin de l'île d'Anticosti, mais il n'est pas sorti du sol encore. Mhm. Il est trouvé. On ne sait même pas s'il est vraiment exploitable. Et on est indépendant au niveau alimentaire à 55 %. Ce qui veut dire que il y a 45 % de la nourriture qu'on mange qui est importée. Elle vient de l'Ontario, du Manitoba, Des des États-Unis. États-Unis et d'Europe aussi. Ouais. Donc, c'est comme à peu près n'importe quelle société contemporaine, c'est-à-dire hyper intégrée avec les autres pays. La mondialisation est passée par là, évidemment. Ce qui fait qu'on peut avoir un vaste choix d'aliments qui n'est pas indigène au Québec. Et ça, c'est un des problèmes parce que la majorité des gens se sont habitués à manger des aliments importés et puis ils ont à peu près aucune idée sur la manière de les faire pousser, en tout cas, même seulement de les remplacer par des aliments locaux. Mhm. Ça peut être un problème. Par contre, au niveau infrastructure, on est gâté parce que l'électricité, on en vend. On en vend, c'est de l'électricité qui est renouvelable. Ça vient des barrages hydroélectriques. On a de quoi peut-être fournir le double de notre consommation. D'accord. Sauf l'hiver, évidemment, où là, on a des gros pics de consommation. Et ça, c'est l'inverse de la médaille, l'envers de la médaille plutôt. Le Québec a électrifié à peu près tout ce qu'il pouvait électrifier, sauf évidemment les transports, ce qui est cool. Mais les maisons sont à peu près toutes chauffées à l'électricité. Elle est tellement peu chère qu'on a dit, bon, on va chauffer des maisons. Ouais. S'il arrive un problème sur les lignes de distribution, ou comme on avait connu la crise du verglas à Montréal, pas Montréal, mais Montréal-Montérégie, en 98, où près de 3 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. Là, ça devient tragique. Ah ouais, ouais. Surtout en hiver. Oui. C'est combien d'habitants le Québec? À peu près 8 millions. 8. Et ouais. La grande ville, c'est Montréal, avec combien de... Montréal, le Grand Montréal, c'est 3,5 millions à peu près, peut-être Ouais. 4 millions. Donc c'est déjà une grande ville, c'est une très grande ville, 4 millions. Et donc on a vu l'eau, on a vu la nourriture, les infrastructures, l'énergie. Comment est la mentalité des gens? Bien, évidemment, la mentalité de la ville est différente de la mentalité des campagnes. Mhm.
Montréal est une ville très cosmopolite. Mhm. Il y a beaucoup d'immigration. Maintenant, les francophones de souche, on représente à peu près la moitié de la population de Montréal, Mhm. de l'île de Montréal. Donc, même si c'est une grande ville, les gens sont quand même relativement gentils, Mhm. Mhm. relativement dévoués. Quand je vivais à Montréal même, je me souviens, faut le voir pour comprendre, mais les rues sont déneigées, alors il se produit, les chasse-neige créent d'énormes congèles sur le long Mhm. de la route. Et les voitures sont stationnées là, donc elles sont enterrées par la neige. Et quand on veut sortir, des fois, c'est très compliqué. Quand on est embourbé, c'est courant que les gens qui roulent sur la route s'arrêtent, Ouais. descendent de la voiture, viennent nous aider à pousser. En tout cas, j'ai remarqué que Montréal, et bon, dans une moindre mesure évidemment Québec, parce que c'est une plus petite ville, mais enfin c'est pareil, les gens effectivement sont très gentils, Oui. très aimables, c'est multiculturel mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a un vrai enrichissement mutuel. Bon, c'est toujours la surface, hein, il faut se méfier lorsque la civilisation s'effondre à cause d'une crise. Là, on revient vite sur ses instincts. Mais en tout cas, il faut le dire que les gens sont moins agressifs que par exemple à Paris, ils sont gentils. Euh, les femmes sont très jolies à Montréal, je trouve, très 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 jolies. Donc, si un jour je reviens, mais c'est vrai que la mentalité, elle est. Mais est-ce que tu es d'accord de dire qu'en ville, sur Montréal par exemple, c'est aussi cette approche très internationale qu'on voit dans toutes les villes, je veux dire, où en cas de crise, les gens ils sont complètement déconnectés de toute la réalité, à part embourber une voiture l'hiver ou déneiger éventuellement avec un coup de pelle. La réalité, c'est que les gens ils savent pas du tout comment être résilients. Ben, on l'a vu il y a l'été 2013. Il y a eu un problème avec l'usine de filtration d'eau. Et l'usine a rejeté dans le réseau d'aqueduc une eau qui était contaminée. Donc, pendant 36 heures, c'est pas long quand même, Non, 36 non, heures. c'est pas long. Mais pendant 36 heures, il ne fallait pas consommer l'eau du robinet sur à peu près les trois quarts de l'île. Et ça a été extrêmement difficile. Il y en a qui ont consommé l'eau du robinet quand même. Ils ont été malades. Ouais, C'était bénin, Mm. c'était des maux de ventre, mais ils ont quand même consommé parce qu'ils n'avaient aucune autre source. Et évidemment, les gens se sont lancés dans les supermarchés pour aller acheter toute l'eau en bouteille. Les supermarchés ont fait venir de l'eau en bouteille des banlieues de Montréal pour être capables d'approvisionner les citadins. Mais il y en a manqué. Ouais. Il y en a manqué. Et malheureusement, les gens ne savaient pas quoi faire. Ils buvaient des boissons gazeuses, ils buvaient ce qu'ils pouvaient trouver. Mm. En tout cas, donc ça reste un comportement qui est très classique. Une chose qui est peut-être, après on va parler de la campagne, une chose qui est assez courante, j'ai l'impression, c'est que par le fait que les gens sont assez gentils, dans le bon sens du terme, c'est que les gens, ils n'ont pas l'air d'être agressifs, ils sont plutôt... euh, ils sont peut-être stressés comme dans tous les autres pays du monde, mais leur réaction, leur manière de faire, ce n'est pas une manière d'être agressive, ce n'est pas une manière d'agir avec la violence. En général, non. Mm. Je dois le dire, les gens à Montréal, ce sont des gens paisibles. Oui, il y a des crimes, mais je veux dire, il n'y a pas autant de crimes violents que Non, mais dans les villes françaises. même l'immigration, même, alors évidemment, il y a des raisons peut-être historiques et culturelles, mais même les immigrations qui sont parfois les mêmes qu'il y a en France, lorsqu'elles arrivent, j'ai l'impression, au Canada en général et Montréal pour une grande ville du Québec, ça se passe bien. En général, oui. Oui. Il n'y a pas vraiment de troubles. Il n'y a pas de troubles communautaires à Il n'y a Montréal. pas du tout ce qu'on retrouve en France avec les racailles de banlieue. Voilà, donc ça c'est déjà On un avait élément des très gangs de important. rue dans les années 90 qui étaient ethniques. C'était les beaux gars qui étaient des Haïtiens, les rouges, les bloods, bon, il y en avait plusieurs. Et c'était essentiellement ethnique. Avec les Amérindiens, ça va? Ouais, ben les Amérindiens ne sont pas à Montréal. D'accord, Ils sont pas loin de Montréal, mais ils sont pas à Montréal même. d'accord. Et puis, avec les années, tous ces gangs de rue-là, ben, ils se sont ouverts, se sont mélangés, donc on ne peut même plus parler de bandes de rue ethniques. Non, en général, cette question-là, c'est Un... peut-être un problème qui va surgir un jour, mais pour le moment, il y a à peu près... Donc c'est un grand avantage ça. Oui. Oui. Et les campagnes? Les campagnes, je dirais qu'elles sont très résilientes. En général,
il faut comprendre le Québec. Hein. Le Québec, c'est des milliers de kilomètres de route. Si on veut traverser le Québec de part en part, c'est, disons, de la Gaspésie à l'Ontario, c'est facilement 15 heures de route. Facilement. Puis si on part du nord au sud, ben là, c'est quelques jours de route, sans arrêt. Mhm. C'est très grand. Alors, il y a beaucoup de régions qui, par la force des choses, sont isolées. Ceux qui vivent en Abitibi, par exemple, on va trouver une ville ou un village de 2000 habitants, et puis le prochain village va être à 50 km plus loin. Il va avoir 500 habitants. Entre les deux, il n'y a pratiquement rien. Ce qui fait que les gens se sont habitués à stocker beaucoup de nourriture, comme mode de vie, là, pas comme survivalisme, mais vraiment comme mode de vie. C'est indispensable pour l'hiver. Oui, absolument. Du bois pour brûler dans les poêles, des réserves de diesel, des réserves d'essence, parce que ça peut être courant que pendant une tempête de neige, on soit complètement coupé de tout, qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait plus rien, et que ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Et puis il y a la très ancienne tradition de la chasse. Donc tout le monde a un fusil pour se défendre éventuellement contre, je sais pas, un ours, mais aussi chasser les animaux en saison de chasse pour de la nourriture. À peu près tous les agriculteurs en campagne ont des armes à feu. Bon, certains en ont parce que leur père en avait et puis ça fait partie du paysage. La chasse est... Okay, on a la musique. Très bien. La chasse, disons qu'elle est un peu en déclin, mais il y a une pensée chasse, il y a quand même une tradition chasse. Et ceux qui ne la pratiquent pas la connaissent quand même. D'accord. Toi, dans ton blog, dans tes chaînes Facebook, YouTube, tu parles, tu essaies d'aider tes compatriotes, tes amis québécois, à prendre plus conscience à la préparation. Tout ce que tu as décrit maintenant, pour l'instant, c'est plutôt des bonnes choses. Qu'est-ce qui est très particulier et que tu conseillerais soit à nos amis français ou autres qui viendraient habiter au Québec, ou à tes amis québécois qui ne sont pas tellement ou qui te découvrent, qu'est-ce que tu leur conseilles vraiment de base pour commencer leur préparation? À mes amis québécois, ne pensez pas que parce que vos ancêtres étaient des coureurs des bois que vous avez hérité de leur connaissance et de leurs compétences. Moi, ça me frappe quand je vois des non-survivalistes qui sont exposés à l'idée d'un effondrement ou d'une catastrophe et qui admettent l'idée. Ils se disent, bon, c'est pas grave. On verra bien. On verra bien, on a juste à aller chasser et ramasser de la viande. Et bon, il y a une espèce de naïveté parce que nos ancêtres étaient des survivalistes. Oui, ils l'étaient, c'est vrai. Et que ça se serait transmis à eux génétiquement. Eh bien non, ça ne se transmet pas génétiquement. Il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut être capable de concevoir qu'on peut manquer de tout et de surtout trouver des moyens pour compenser. À mes amis européens, ben, je vous dis, venez au Québec. Venez au Québec. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les Français et les Européens en général. Et puis, je crois qu'il y a de meilleures opportunités au Québec. C'est sûr, en France, beaucoup de choses coûtent très cher. Et si on veut s'installer une bade en France, ça peut être extrêmement coûteux. Au Québec, vous pouvez trouver des terrains avec des petites maisons de ferme en région très éloignée pour 70 80 000 $, ce qui représente quoi? Peut-être 50 000 €. Ouais. Un peu moins, même 40 à 50 000. Les choses sont attention, moins parce que pour certains Français, même quand c'est gratuit, c'est trop cher. Hein. Moi, pour certains Québécois aussi. Ouais. Parce que j'allais venir, un des soucis qu'on a discuté dans la voiture tout à l'heure, un des soucis qu'on a au Québec, c'est que vous avez aussi une forme de gouvernement et une mentalité surtout qui va avec, qui est très proche de la même folie de la mentalité qu'on a chez les élites et les gouvernements de la France. C'est-à-dire qu'on a une approche internationaliste, de victimisation des majorités,
vraiment toute cette approche de post-1968 qui est devenue complètement folle, qui allait au-delà de tout ce qui était raisonnable et qui peut éventuellement poser des gros problèmes. Bon, est-ce que vous arrivez, comme nous on arrive encore en Suisse grâce à la démocratie directe, à essayer de pas finir, que vous finissiez comme la France, où en fait, tant que tout le monde ne sera pas pauvre, il n'y aura pas de justice dans l'esprit de ces gens-là. Ouais, ça c'est un problème au Québec. On a eu l'État-providence. Et l'État-providence qui a de moins en moins les moyens d'être providentiel. Et c'est pas que la faute au programme. Il y a tout le phénomène de l'endettement qui est derrière ça. L'endettement qui est volontaire et qui a été décidé pour chaque pays d'ailleurs. Mais au-delà de ça, oui, il y a une mentalité d'assistanat en général chez les Québécois. On va entendre souvent des gens dire, je sais pas, une mère monoparentale avec un enfant handicapé, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'elle n'a pas plus de ressources. C'est dû, c'est automatique. Elle devrait être aidée par tout le monde. Ce qui, bon, en principe, c'est bien, je veux dire, c'est très vertueux de penser que les autres vont nous aider, donc que nous, on va aider les autres. En pratique, il y a toujours le signe de dollar entre les deux. Ça prend des ressources. Et ils sont de moins en moins présents. Alors, les gens pensent que c'est le gouvernement qui va régler les trucs. Ce qui était vrai dans le passé, mais qui l'est de moins en moins. Alors, dernière question, est-ce que l'indépendance du Québec est toujours quelque chose d'actualité? Moins maintenant. Ceux qui me connaissent savent que je suis un indépendantiste. Et si Pauline Marois, qui était l'ancienne première ministre, avait fait un référendum, j'aurais voté non à son référendum parce qu'elle est une mondialiste. En fait, toute la classe politique québécoise et canadienne, sans exception, ce sont tous des mondialistes. Et que notre patron soit à Ottawa ou que ce soit à Washington, on n'est pas plus indépendant dans un contexte comme celui-là. Tension entre anglophones et francophones, ça existe encore? Plus tellement. Il y en a à certaines occasions, comme justement quand Mme Marois a été élue comme premier ministre, il y avait un discours absolument haineux du côté des anglophones, dans leurs médias en plus. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Ben, pas tellement. Si on regarde dans toute l'histoire du Québec, ce sont les anglophones qui ont brûlé le premier Parlement du Canada, qui est à Montréal. Ils ont brûlé les archives qu'on avait qui dataient depuis le régime français. Ils peuvent être très haineux. Très haineux. Mais en général, les deux communautés coexistent et s'ignorent. En cas de grosses catastrophes, par contre, je crois qu'il va y avoir d'énormes tensions entre les deux groupes. Ouais. Et entre tous les groupes en général. Ouais. S'il n'y a pas le lien social qui s'est mis en place maintenant, par l'effort quotidien, c'est difficile. Ouais. Très bien, mais en tout cas, le Québec reste c'est un pays, c'est la 3e fois que je visite. C'est un pays qui me fascine par ses grands espaces. On en parlait aussi, moi en Suisse, j'ai pas de grands espaces. Moi, à l'horizon, c'est la vallée en face, enfin, c'est la paroi de la montagne en face à 400 mètres. Donc c'est sûr qu'ici, on a parfois sur le haut des collines, on voit aussi loin que l'horizon, on voit pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres des forêts, des lacs, des fleuves. Et parfois des champs. Parfois des champs, il y a certaines oui, exploitations agricoles. On a vu la vallée de Richelieu, belles, grandes exploitations agricoles. La Montérégie. Donc ça peut être un pays qui, alors que le reste du monde s'effondrera moins. Donc on peut imaginer qu'il y aura moins de souffrance et moins de problèmes. Enfin, c'est pas une raison pour ne pas être résilient par soi-même, de ne pas se préparer. C'est toujours par ça que ça commence. On ne peut pas espérer avoir une société résiliente si d'abord les citoyens individuellement ne le sont pas. Très bien. Bon, c'est le message pour vous toutes et tous qui nous écoutez de tout le Québec et au-delà, dans le monde francophone. Donc, Vic, c'était un grand plaisir de te revoir pendant ce voyage. Je vais profiter de tes ondes pour te remercier d'être venu nous voir au Québec, parce que tu n'étais pas obligé de venir. Non. Je sais que tu avais affaire aux États-Unis. Tu as dit, je vais passer par Montréal, aller voir les copains. C'est gentil. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, encore plus. Super. Ça se mesure pas, mais c'est pas grave. À très bientôt.